Alors, on parle beaucoup actuellement du statut des réfugiés arabes dans les négociations israélo-palestiniennes. Et bien nous, ce soir, on va s'intéresser au sort des réfugiés juifs des pays arabes avec notre invité Jean-Claude Nidam. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller du gouvernement israélien pour toutes les affaires arabes depuis de nombreuses années. Vous avez participé à de nombreuses négociations et vous vous occupez particulièrement de ce dossier, donc des juifs qui viennent des pays arabes. Alors, ça ne s'est pas passé aujourd'hui, évidemment. Il faut remonter à la guerre israélo-arabe entre juifs et arabes de 48, c'est ça pour l'origine de ce dossier? Effectivement, je dirais même avant la création de l'État d'Israël, au moment où on parlait déjà de partage, au moment où on parlait d'un État d'Israël qui allait se créer d'un foyer juif, et déjà il y a eu des troubles assez sérieux dans le monde arabe. Je crois que la déclaration la plus forte et qui a entraîné des réactions un peu, je dirais, comme un feu de paille un feu véritablement dans tout le monde arabe, ça a été la déclaration de Haïkal Pacha, qui était le représentant d'Égypte à la Ligue arabe, qui avait fait une déclaration en disant donc que si l'État d'Israël venait à être créé, les populations juives qui se trouvent dans les pays arabes seront des populations otages et nous ne pouvons pas garantir leur sauvegarde ni leur sécurité. Et tout de suite après, ça s'est embrasé. Partout, des pogroms ont commencé, des émeutes, aussi bien à Alep qu'à Tripoli, qu'à Oujda au Maroc, Djerada. Donc on a pas seulement au Moyen-Orient, mais dans toute l'Afrique du Nord également. Oui, ça atteint aussi l'Afrique du Nord, qui était pourtant encore sous protectorat. Donc c'était assez différent. Tandis que je dirais qu'au Moyen-Orient, les conséquences ont été beaucoup plus fortes. Je dirais la différence, c'est qu'au Moyen-Orient, on parle plus de l'intervention des États dans une politique vis-à-vis des populations juives. Par exemple, en Irak, on a une législation, une véritable législation qui a donc séquestré, gelé les biens du jour au lendemain. Tous les commerçants ne pouvaient plus ouvrir leur commerce, ils ne pouvaient plus avoir recours à leurs avoirs bancaires, ni à leurs biens immobiliers, ils ne pouvaient pas réaliser leurs biens immobiliers. Et puis il y a toute une administration qui a été mise par la loi sur pied pour gérer les biens des Juifs et leur départ. Donc ici, il s'agit... Donc là, il y a eu expulsion, si on prend l'exemple de l'Irak. Moi, je ne dis pas une expulsion, je dis que c'est une situation qui est à la fois une situation d'émeute, non contrôlée, et des situations, je dirais, des attitudes et des prises de position des gouvernements vis-à-vis des populations juives qu'on a considérées comme s'identifiant totalement à Israël, à la création d'État d'Israël, d'une manière générale, sans faire de distinction. Il ne faut pas oublier que ces populations se trouvaient là depuis bien avant l'islam. Parce que on n'est pas dans le cas là de personnes qui désiraient partir. C'est-à-dire des gens qui étaient là, mais qui n'avaient pas nécessairement envie d'aller en Israël. Il faut savoir que c'est des gens qui étaient là depuis 26, 27 siècles. La population juive du Yémen a 30 siècles d'existence. Donc 16 siècles, 14 siècles avant le début de l'islam. Ce sont des populations qui sont parties avec l'exode, avec la destruction du premier et du second temple, qui se sont dispatchés et dispersés et dans le Moyen-Orient immédiatement. C'est l'exode babylonien, l'exode de Babel. Et donc c'est là que cette population juive d'Irak a commencé à se constituer. Donc il y a 26 siècles de cela. Et en Afrique du Nord, on parle aussi d'une présence juive à l'époque romaine, donc il y a presque 2000 ans. Et donc une présence quand même forte, avec un enracinement, je dirais, et qui a traversé toutes les périodes, même les plus difficiles de l'histoire, parce que quand on sait qu'avec l'arrivée de l'islam dans certaines contrées en Afrique du Nord, et les Berbères il y avait des Berbères chrétiens, ceux-là ont totalement disparu. Les Juifs ont quand même résisté et ont continué à mener des communautés, à vivre en communauté, que ce soit dans l'Atlas marocain ou dans l'Atlas algérien ou dans les Aurès, dans des petits villages. Ont continué à vivre leur judaïsme malgré tout. Et c'était pas facile, parce qu'il y avait un statut très strict apporté par l'islam, qui était le statut de la dhimma, c'est-à-dire où les juifs étaient tolérés,
mais ils étaient tolérés et il fallait qu'ils s'adaptent à des lois très très strictes que l'islam leur conférait au niveau de leur existence et où donc la vie était très difficile. Ils étaient persécutés très souvent et ça dépendait de la bonne volonté du souverain en place, où ils pouvaient être souvent, je dirais, carrément massacrés. Il y a eu des massacres. Et où ils ont eu d'autres périodes qui étaient des périodes un peu plus clémentes selon les souverains qui se trouvaient là. Et donc, avec la création de l'État d'Israël, c'est un nouveau phénomène qui se passe. Et bien sûr, à ce moment-là, on les a identifiés automatiquement au mouvement sioniste. Avec des violences physiques aussi sur certaines communautés Ah oui, avec des violences physiques. Avec des violences physiques. Ou par exemple, en Irak aussi. Il y en a eu en Égypte, il y en a eu en Irak, il y en a eu en Syrie, à Alep, il y en a eu à Tripoli en Libye, il y a, dans tout le monde arabe. Et je ne vous cache pas que les Arabes eux-mêmes, aujourd'hui, les historiens arabes eux-mêmes reconnaissent pleinement peut-être l'erreur qu'ils ont fait vis-à-vis de leur communauté. Et en fait, ils les ont, de par leur attitude, poussés à venir au seul endroit où ils pouvaient venir, c'est-à-dire en Israël. Ce qui n'était pas donc leur volonté au départ. On ne peut pas expliquer autrement comment 1 million de personnes quittent. Il s'agit d'à peu près 1 million de personnes, 850 000 dans le monde arabe et plus tard en Iran. 850 000 personnes quittent, il reste aujourd'hui quelques milliers de personnes, encore au Maroc, où vraiment la situation a toujours été différente et beaucoup plus clémente pour les Juifs. Mais je dirais que le monde arabe s'est vidé de ces Juifs d'une manière quasi totale, est devenu véritablement une zone pratiquement sans Juifs. Alors, et ce dossier, donc justement, dont vous vous occupez, il est arrivé quand, on va dire, sur le bureau du gouvernement israélien? Quand est-ce qu'on a commencé à se dire, tiens, il va falloir quand même peut-être demander soit une reconnaissance du statut peut-être de citoyen expulsé d'un pays d'origine, une réparation? Quand est-ce qu'on a commencé à évoquer ce problème-là, qui est un sujet évidemment très sensible? Écoutez, d'abord, Israël n'a pas vu dans ce problème de réfugiés, parce que ces gens ont quitté, il faut le savoir, et ça je crois que c'est très important pour comprendre actuellement tout le débat politique autour de cela, c'est que Israël n'a pas vu dans cette population une population de réfugiés. Israël a considéré que ce sont des Juifs qui revenaient sur leur terre. Peu importe, les Juifs étaient discriminés partout. L'État d'Israël était une terre d'asile pour des Juifs qui étaient réfugiés du monde entier, donc il fallait les accueillir. Mais quand on vérifie, tant au plan du droit international que au plan dans la réalité des faits, le statut de réfugié s'applique parfaitement à la situation des Juifs à ce moment-là. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un réfugié, selon la définition des Nations Unies, c'est donc une personne qui est citoyenne d'un pays et qui ne peut plus se référer de la protection du pays où elle se trouve pour faire valoir ses droits. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Autant des droits, je dirais, personnels que des droits réels que sur leurs biens. Les Juifs sont trouvés donc en situation de danger et puis n'étaient pas protégés par les autorités locales comme il le fallait. Donc quand c'était venu au gouvernement israélien, avec l'arrivée, on les a reçus, on a ouvert des dossiers, puis il y a eu immédiatement une première commission des Nations Unies, ce qu'on a appelé UNCCP, c'est-à-dire la commission des Nations Unies, commission de conciliation des Nations Unies sur la Palestine, qui s'est réunie d'ailleurs à Paris. En 1951, on a commencé à parler des droits des réfugiés. Alors, et là, Israël a déjà soulevé, a dit, écoutez, il n'y a pas que des réfugiés palestiniens, il y a aussi des réfugiés juifs qui ont été à la fois expulsés. Donc on les a mis dans la balance un petit peu. Déjà à l'époque, mais on les a mis, je dirais, parce que la question a été soulevée, la question palestinienne a été soulevée. Mais on ne les a pas considérés. En Israël, on voulait ces gens-là, c'était important. Israël, du jour au lendemain, il faut bien comprendre qu'en 1948, avoir une population de presque qui a doublé ce qu'on appelait le Yishuv, c'est-à-dire la population qui existait en Israël, c'était une manne extraordinaire pour la continuation d'État d'Israël. C'était véritablement la réalisation du but pour lequel Israël avait été créé, c'est de revoir toutes les populations juives persécutées de par le monde revenir, autant en Europe que dans le monde arabe. Donc, on n'a pas soulevé véritablement ce problème. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, ce n'était pas le souci d'Israël. Mais avec le temps,
on a commencé à voir que malgré tout, ces gens-là avaient laissé énormément de choses. Ils avaient laissé leur histoire, et quand je dis leur histoire, c'est, excusez-moi de dire, mais c'est leur mort, ouais. C'est leur bien, c'est leur synagogue, c'est leur centre culturel, c'est tout ce qui s'est construit. Tout ça a été effacé aujourd'hui, toutes ces traces. Écoutez, et dans la plupart des pays, je peux dire que oui. Il y a des rares pays, comme par exemple le Maroc, qu'on doit féliciter, la Tunisie, où on a protégé donc les sites, et il y a eu une volonté réelle je m'excuse, de maintenir... On ne va pas répondre à l'antenne, mais voilà. on va au moins l'éteindre. Je m'excuse. Donc, où on a donc, je vais vous dire, il y a eu une volonté de conserver une partie de ce patrimoine. Il y a un patrimoine en fait national. Et je crois qu'à ce titre, c'est une bénédiction. Parce que si je dis aujourd'hui, si il peut y avoir en fait une passerelle, un rapport réel entre l'existence d'Israël, une responsabilisation globale de tout ce qui s'est passé dans ce conflit malheureux qui nous amène vis-à-vis des Palestiniens et du monde arabe, c'est certainement cet aspect des choses qui aujourd'hui fait qu'on peut débattre avec les Arabes d'une histoire commune, et autant très souvent les Palestiniens et un petit peu le monde arabe considéraient que la création d'État d'Israël, c'était en fait un pur produit, une conséquence de l'Holocauste et donc de l'attitude du monde responsabilisé par ce qui s'était passé donc, avec la Shoah. Donc l'État d'Israël, c'est une conséquence de la Shoah. Ici, 50% de la population juive ne vient pas de la Shoah, qui est en Israël, elle vient directement de ce monde arabe. Et c'est beaucoup l'attitude du monde arabe qui a fait que ces gens-là sont ici aujourd'hui. Et donc, je crois que si on parle de population de réfugiés, on ne peut pas, au nom de la justice, au nom de l'équité, ne pas parler de tous les réfugiés, à la fois les juifs et arabes, qui finalement ont souffert de cet état de choses de par le monde et qui finalement se retrouvent en conflit ici et doivent trouver une solution ensemble aux problèmes qu'ils ont eu à affronter dans leur histoire tous les deux. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui certains pays arabes qui ont fait un geste justement pour reconnaître au moins que le sort de ces populations juives de leur pays avait été injuste, ou est-ce qu'il y a un tabou complet pour ne pas avoir peut-être à payer de réparation ? Il y a une tendance à dire qu'ils ont toujours été bien avec les Juifs. Ils ont une tendance à dire les Juifs, on les a toujours protégés, ils ont toujours été nos citoyens. La réalité n'est pas celle-là. La réalité, j'ai ici des lois irakiennes, il y a des mesures égyptiennes, il y a des législations libyennes, il y a une quantité de choses qui prouvent que ce n'est pas le cas. Nous avons aujourd'hui énormément de documents. Nous avons récemment encore eu des documents terribles concernant le traitement et des témoignages. Nous avons des centaines et des centaines de milliers de témoignages directs des gens qui descendaient de l'avion, qui disaient ce qui leur était arrivé. C'est ce qu'a fait l'État d'Israël déjà en 1951 avec l'arrivée des Juifs d'Irak, où on a pris d'Irak, du Yémen, de Syrie, où on a pris des témoignages directement des personnes qui arrivaient dans leur langue. C'est-à-dire, moi j'ai des documents, j'ai eu à gérer ce dossier, on a des documents où il y a des témoignages qui sont poignants de ce qui leur est arrivé. C'est-à-dire, en Irak, on ne pouvait pas sortir avec plus de 30 dinars, c'était la loi. Et puis, on a des témoignages d'une petite fille qui, parce qu'elle avait une boucle d'oreille, le douanier ou le policier qui se trouvait là lui a arraché l'oreille pour lui enlever sa boucle d'oreille. Enfin, et on ouvrait les chaussures des gens pour voir s'ils n'avaient pas caché quoi que ce soit. Ils n'avaient pas le droit de sortir quoi que ce soit. Et ils étaient considérés comme suspects de collaborer avec Israël ou d'être sionistes, et on les a immédiatement assimilés en fait à la création d'État d'Israël, et donc automatiquement ils ont été considérés comme suspects dans leur vie. Est-ce qu'il y a un espoir aujourd'hui, si l'accord était finalisé entre Israël et les Palestiniens, que ce problème se règle dans la foulée, ou est-ce que pour vous ça prendra encore beaucoup de temps ? Et moi, je considère que s'il y a peut-être un moyen de régler le problème, ça doit certainement passer par faire la vérité sur ce qu'a été en fait la vie entre les Juifs
et les musulmans dans les pays arabes. Et le fait qu'aujourd'hui, l'entière majorité, je dirais, ou la majorité, ou la majorité des Juifs donc, issus des pays arabes se trouve aujourd'hui en Israël, ça doit être, je crois, un tremplin pour une compréhension du problème et trouver des solutions, en tout cas, à ce conflit que nous avons ici avec le monde arabe, certainement, et ça, aussi avec les Palestiniens. Qui n'est pas encore réglé, évidemment. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Claude Nidam, d'être venu nous en parler, parce que c'est vrai que c'est une page très méconnue, finalement, de l'histoire des relations entre Juifs et Arabes. Merci. Donc, je rappelle que vous êtes conseiller pour les affaires arabes auprès du gouvernement israélien depuis de nombreuses années. Merci à vous. Le Grand Direct, c'est terminé. Un nouveau journal dans un instant sur i24 News.